Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, j'ai un guest en ma présence. Pour moi, pour ceux qui connaissent un peu mon vécu, je suis un vieux, je suis un OG. J'ai en face de moi le phénix qui renaît de ses cendres. Jonathan Jeanne, comment vas-tu? Je vais bien et toi, je te remercie pour cette invitation, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon histoire avec beaucoup de personnes qui peut-être aussi traversent des moments difficiles. Ah, clairement, et c'est un peu le but de ce podcast-là, de partager vos expériences, vos histoires, pour les moins jeunes et pour les plus jeunes, afin de se rendre compte que ce game est très complexe et que il n'y a pas que le côté sportif qui fait que tu arrives au niveau. Des fois, il y a l'alignement des planètes, il y a des problématiques qui font que du jour au lendemain, ta carrière peut s'effondrer comme un château de cartes. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment vas-tu? Écoute, par la grâce de Dieu, je vais très très bien, je me porte très bien. Je suis actuellement à Poitiers, ça se passe bien. Et c'est une longue saison. Ouais, la LA, c'est une vraie longue... Non, Pro B, pardon, c'est une vraie longue saison. Hein. C'est une très très grande saison, d'autant plus qu'on a 20 équipes cette année. C'est clair. Ouais, sinon, dans l'ensemble, ça va. La santé, tout ça. La santé, je n'ai jamais été si bien de ma vie. Ouais, j'adore entendre ce genre de choses. On va parler un peu de ton parcours, parce que ton parcours, c'est vraiment quelque chose, c'est le parcours auquel on se prépare jamais. T'as été un fort potentiel de l'INSEP. T'as un fort potentiel de l'INSEP, on parle de toi. Avant de l'INSEP, avant l'INSEP, tu joues dans ta région, si je me trompe pas. C'est ça, j'étais en Guadeloupe. J'étais en Guada. Basse-Terre ou Basse-Terre? Grande-Terre. Grande-Terre? Ah, ok. Ça y est, là-bas. La savane, là-bas. On évitera de mettre ce passage. Donc, Grande Terre, t'arrives comme la Guadeloupe est vraiment un centre de préformation pour pas mal de centres de formation actuels. Vous êtes doté de capacités monstres et tu fais partie de tous ces joueurs-là qui sont venus sur le continent, comme on a tendance à dire. Et cette transition pour toi, elle a été comment? Elle a été très difficile, hein. Je pense que beaucoup de jeunes n'ont aucune idée une fois qu'ils partent de la Guadeloupe, ce qui leur attend en arrivant en métropole. Et je pense qu'on n'est pas assez formé là-dessus, on n'est pas assez conseillé. Pour ma part, j'ai pas forcément eu de mentor, de conseiller, personne qui m'aurait peut-être donné des tips en arrivant en France. J'ai tout découvert sur le tas, en fait, tu vois. Et ça a été vraiment une transition très difficile pour moi, d'autant plus que toute ma famille est restée en Guadeloupe, donc j'étais vraiment livré à moi-même ici. Ouais, mineur, livré à toi-même, dans un pays étranger, même si c'est la France en soi. Mais bon, c'est étranger. Juste le climat, tu te prends une baffe dans la tête, quoi. Il y a tellement de choses qui changent, qui sont différentes. On parle du climat, on parle... La manière de voir les choses. Même la manière de voir les choses, hein. La mentalité, l'état d'esprit, tout est différent. La façon dont, les valeurs, vraiment tout est différent, tu vois. Tu tombes vraiment de très très haut quand tu arrives en France, tu vois. Et ça peut être très très dur, d'autant plus si tu pars entre... Moi, je suis parti, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Ah ouais. 13-14 ans, il vient de finir sa 3e. Il vient de finir son collège, les gars. Il vient de finir son collège. Et on te dit, tu pars à l'étranger. C'est ça. Et tu vas te débrouiller, quoi. Tu vas chercher ton avenir. Bon, après, ma famille m'a toujours soutenu, hein. Bien sûr. Mais c'est pas la même à distance comme s'ils sont sur place. C'est ça, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu deviens un homme tout seul, du moins par tes propres moyens. Par la force des choses. C'est ça, par ce que tu vas rencontrer, c'est qui va se présenter sur ton chemin, que ce soit des bonnes ou bien des mauvaises fréquentations. Tu vas devoir faire avec, tu vas devoir apprendre tout seul, tu vas devoir apprendre à gérer certaines situations que tu n'es pas censé gérer tout seul. Parce qu'on rappelle, t'es encore un enfant, hein. Faut rappeler les choses. On te demande de mûrir rapidement, mais t'es encore un enfant. À 13-14 ans, t'es un bébé. Ah, clairement. Et tu peux avoir tous les poils que tu veux. Tu peux être grand comme tu veux. Que tu veux, que tu prétends être. T'es un enfant, t'as 14 ans, t'as rien vécu. Bien sûr. Vécu, il y a encore plein de choses que tu dois apprendre, il y a encore plein de choses que tu dois comprendre surtout. Et il y a pas le temps d'apprendre parce que là, tu dois
apprendre la vitesse grand V. Vitesse grand V, comme je te dis, il y a tellement de choses qui changent entre la Guadeloupe et la France. On passe vraiment, c'est deux mondes différents, en fait. La Guadeloupe, c'est une petite île. Qui dit petite île, les choses sont plus petites, tu vois. Bien sûr. Aussi, tu vois. Et, en arrivant en France, c'était, l'exemple, je vais te donner ça avec une image. Prenons l'exemple d'une ville comme, je sais pas, Saint-Tropez et Paris. Ouais. T'as vécu 15 ans à Saint-Tropez, tu arrives à Paris dans les métros. Attends, mais tu deviens fou. Tu dis, mais où est-ce que je suis, en fait? Tu vois des gens spiés à tout va, des gens qui te bousculent. Toi, tu regardes les gens, tu bouscules quelqu'un naturellement, tu vas peut-être dire, excusez-moi, mais pour eux, c'est le simple des communs. Et donc, oui, en effet, t'es dans une transition hyper violente. Et ça, tu multiplies par je ne sais combien la France, tu vois. Ouais. Et ça a été un vrai choc pour moi, parce qu'en plus, quand je suis arrivé en métropole, je suis pas arrivé dans un petit village, ou je suis arrivé dans le sud, je suis arrivé directement à Paris. Dans le but du sujet, tu vois, dans la vie très rapide. À l'INSEP. Non, t'arrives à l'INSEP, ouais. Et en arrivant à l'INSEP, toi, en tant que gamin, tu te dis juste, je rentre dans une des plus grandes instances pour jouer au basket. Mais quand t'arrives là-bas, est-ce que l'idée du professionnalisme, en tant que joueur professionnel, te trotte déjà dans la tête? Du tout. Pas du tout. Quand je suis parti, en fait, il faut savoir que je venais de commencer le basket. Hein. J'ai commencé le basket à 12-13 ans. Oui, j'ai vu ça. Donc moi, on me dit, tu vas aller là-bas, c'est une belle école. Je suis devenu professionnel, mais à ce moment-là, je sais même pas c'est quoi être professionnel. En fait. Toi, J'ai grandi à la plage. Tu vois, j'avais mes frères et sœurs, tu vois. Tu me parles de basket, je connais rien du basket. Dans ma famille, personne n'a joué au basket. Pour la gratuité, j'étais très très grand, donc j'ai pu, comme ça, j'ai pu profiter. Ils ont vu un jeune grand qui savait courir. Même pas. Même pas. Jeune grand. J'étais jeune, grand, très très fin. Et j'ai fait un peu de sport, mais en compétition, non. Je sors pas d'une famille de sportifs, quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment dû apprendre sur le tas, en fait, tu vois. Ouais, t'es forcé de mûrir à une vitesse grand V, de prendre tes responsabilités et de comprendre rapidement des choses qui, pour tes coéquipiers, pouvaient aller beaucoup plus vite et pourraient paraître beaucoup plus normales. Donc, exactement. Plus que dans ma génération, c'est-à-dire à la 97, c'était des joueurs qui jouaient depuis peut-être 10 ans, 8 ans, tu vois. On connaissait le système, en fait, comment ça se passe, les sélections, les matchs, les déplacements, les rencontres, tout ça. Ils connaissaient tout ça. Ils étaient déjà dans une conception d'aller vers du professionnalisme. Toi, tu es venu, entre guillemets, en formation. Eux, dans leur tête, ils avaient déjà leur projet d'être professionnels. C'est ça. Moi, j'aspirais vraiment à rien à ce moment-là. On m'a dit d'y aller là. Faut savoir qu'en Guadeloupe, pour les jeunes, l'avenir, c'est très compliqué. Pour moi, c'est une porte qui s'est ouverte. Dieu l'a ouvert pour moi. Je suis allé, j'ai fait confiance à mon entraîneur à l'époque. Je sais pas si j'allais devenir professionnel à ce moment-là. J'ai par la foi. T'as été par la foi, comme tu l'as dit, malheureusement, dans des pays comme le tien, même le mien, moi qui est originaire du Sénégal, quand on t'ouvre une opportunité, à l'époque, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, maintenant, il y a NBA Africa, il y a la balle, il y a les académies qui s'ouvrent, tout ça. Mais à l'époque, quand tu as une opportunité de quitter ta terre natale pour aller avoir une éducation et le sport, c'est le golden ticket pour pas mal de familles, éviter les problèmes. Et toi, c'est comme ça que tu l'as pris, en fait. Tes parents te l'ont expliqué comme ça. Ils se sont vraiment dit, ouais, on va sécuriser notre enfant avec un bagou professionnel, un bagou scolaire, un bagou sportif, peut-être. C'est exact, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mes parents ne connaissaient rien au niveau du basket. Ils ont vraiment fait confiance à mon entraîneur, espérant que j'allais le plus loin possible, et ils m'ont soutenu où ils étaient, comme ils le pouvaient, tu vois. Ouais. Je vois bien le délire. Tu restes 2-3 ans à l'INSEP, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu restes 3 ans, cursus normal. Le cursus normal. Première année, j'estime, je peux comprendre qu'elle soit difficile. Et à quel moment, dans ton parcours à l'INSEP, t'as
t'as franchi le cap. Ça a été ma dernière année à l'INSEP. Ouais. En fait, sur 2 ans, en fait, j'ai beaucoup travaillé physiquement, techniquement parlant. J'avais aussi pris un peu de masse, pas beaucoup, mais j'avais pris un peu. Et je commençais à me frotter au fait. Enfin, c'est des joueurs de National 1. C'était le troisième niveau. Le troisième niveau France. Troisième niveau de France. C'est la première fois que je goûtais au professionnel, en fait. Avant, tu jouais contre des cadets, des jeunes comme toi. Voilà. Mais là, c'était la première année où je frottais à des professionnels. Et je commençais à faire de bonnes choses, je commençais à faire de bons matchs. Et plus en plus, on parlait de moi. Et je commençais vraiment à prendre conscience un peu des choses. Les agents se rapprochaient vers moi, ils essayaient de me joindre. La presse aussi. Sournoisement, parce que normalement, les agents ne sont pas censés te voir, te parler. Rappelons que tu es encore un enfant et que l'INSEP est censé verrouiller tout ça. C'est ça. C'est dans le monde des bisounours, ça. C'est vraiment le monde des bisounours, exactement. Ouais, donc tu vois, ça arrivait très vite, en fait, ma dernière année où j'ai commencé à faire des bons matchs. La presse a commencé à parler de moi, du coup, les agents, les équipes, tout arrivait très vite. Après, les sponsors, Nike, Adidas, tout ça, très vite, tu vois. Ah ouais, mais en fait, toi, c'est vraiment fast life. Toi, t'as dû apprendre vraiment fast life, tout ce qui se passe. Tu découvres, tu t'adaptes, tu découvres, tu t'adaptes, tu découvres, tu t'adaptes. Mais c'est clair. Et on le rappelle, on a tendance à pas se rendre compte, mais c'est tous ces à côté qui habitent votre carrière, et que en tant que jeune, quand on n'est pas prêt, qu'on n'est pas accompagné, si on n'a pas la lucidité dans la tête, bah on croit qu'on est arrivé, et c'est le début de la fin à ce moment-là. Exactement. Tu vois, comme j'ai dit, moi j'ai pas eu la chance d'avoir un mentor. J'ai eu la chance ou peut-être la malchance, hein. Au final, ça m'a servi par la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, quand tu découvres, bah ça peut vite te prendre la tête, tu vois. Tu peux vite penser que t'es arrivé à un endroit où en fait t'es pas du tout arrivé. Ouais, clairement. Tu vois, après tu peux tomber très haut, quoi, tu vois. Ah, clairement, mais t'en parles avec beaucoup de sagesse, et j'aime bien quand tu dis la chance ou pas la chance, parce qu'aujourd'hui tu te dis que je l'entends via tes propos, et quand t'en parles, par la grâce de Dieu, rien n'est donné au hasard, et qui t'a choisi, t'a donné un chemin, et ton chemin devait être habité d'embûches pour que tu les affrontes. Et avec la sagesse, aujourd'hui, tu te dis que peut-être que c'était ce chemin-là qui m'était destiné, que il fallait pas que j'aie de mentor pour comprendre tout ceci. C'est ça. Et peut-être aujourd'hui, c'est moi qui serai le mentor pour quelqu'un, pour un joueur, pour les enfants. Bah, tu vas l'être via le podcast, tu vas l'être directement via ce podcast-là, parce que au-delà de tous ceux qui veulent te découvrir dans le monde professionnel, il y a tous ces jeunes qui aspirent à avoir un parcours professionnel, et qui ont peut-être aussi des problématiques, ou peut-être rencontré des difficultés, à qui on leur a dit c'était pas possible, tu vois, et que derrière, avec l'abnégation et la force mentale et physique, ben ils ont réussi ils peuvent franchir tout ça. Donc ouais, c'est pas facile, ce sera pas facile, mais si tu serres les dents, peut-être voilà, et à la fin tu pourras te regarder dans une glace, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc le Mans ensuite, c'est le Mans, t'arrives au Mans, club familial qui te ressemble un peu plus, non? C'est ça. Bah écoute, sortir à l'INSEP, tu dois faire un choix, tu dois choisir un club. Et moi, pour le coup, c'était Le Mans, un club qui m'a accueilli les bras ouverts, qui était bienveillant, bienveillant avec moi du début jusqu'à la fin. J'ai pu connaître mes premières minutes pro là-bas. Ouais. Au début, la première année, c'était de l'adaptation. Puis ma deuxième année, j'ai commencé à avoir mes premières minutes. Après, je suis pas resté jusqu'à la fin. Ouais, tu t'es retrouvé en prêt, parce que à ce moment-là, parce qu'on parle du Mans, à ce moment-là, le Mans était une équipe très très imposante de notre championnat. C'était une équipe très très imposante de notre championnat.
il y avait des JB Batista à cette époque. À ton poste, c'était pourvu. C'était pourvu. Et pour un jeune comme toi, qui demandait à être développé, ça pouvait être compliqué de te nourrir que de quelques minutes. Mais juste avant de revenir sur ça, une question. Franchement, dans l'histoire de la Betclic, on a toujours eu un club qui s'est énormément investi pour récupérer des joueurs venant de Guadeloupe, c'était Cholet. C'était Cholet. Et est-ce que Cholet t'a proposé de les rejoindre? Oui. D'accord. J'ai différentes propositions, hein. C'était pas juste Le Mans. Après Le Mans, bon, c'était un choix de cœur. C'était pas loin de Paris non plus. Oui, clairement. Ça s'est fait tout à fait naturellement, en fait, tu vois. C'était pas un choix compliqué, en fait. C'était vraiment, j'avais la paix d'y aller, c'était une belle expérience. Ouais, j'imagine. Donc, au Mans, deuxième année, on peut pas forcément te donner de temps de jeu. Toi, t'as besoin de t'exprimer sur le terrain. Tu pars en prêt. Et là, tu découvres vraiment le championnat professionnel. C'est ça. Il faut savoir que sur mon poste, déjà au Mans, il y avait Peter Corneli, Youssouf Afal. Et moi, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Bien sûr. Les médias mettaient la pression. T'es un prospect, les médias demandent à voir le prospect jouer. Et peut-être ça te met dans le doute dans tes choix, non? Si tu veux, à ce moment-là, je sais de quoi je suis capable. Je sais qu'est-ce que je peux apporter sur le terrain, mais je n'ai aucune expérience professionnelle, si tu veux. Et ça parle de moi, mais à ma sortie à l'INSEP, c'est fou parce qu'il y a le championnat d'Europe 18. Je fais un énorme championnat d'Europe. Il y a tellement ça commence vraiment à prendre une ampleur pas possible. Vous perdez en demi-finale, il me semble, c'est ça? Quart de finale. Ouais, quart de finale contre la Grèce. Et là, ça commençait vraiment à parler de moi, mais niveau, je m'attendais pas du tout. Mais on a un poste 4 d'ailier qui est athlétique, qui court, qui est dissuasif et qui est offensif. On rêve tous de ce genre de jeu. c'est le joueur cheaté par excellence dans tous les jeux vidéo. C'est clair. Et puis, à ce moment-là, on entrait tous juste dans cette ère de joueurs longiligne, qui puissent shooter, qui sont athlétiques, qui sont capables de mettre le ballon au sol, tu vois, avec Porzingis, tu vois, ça a commencé à ce moment-là. Donc, j'entre vraiment dans cette ère-là le kiff, là, c'est d'avoir un gars qui puisse tout faire sur le terrain. Ah, clairement. Et qui soit athlétique, qui soit délié, qui soit mobile et tout. Donc, tu vois, je sors de l'INSEP, j'ai 18 ans, je fais ce championnat d'Europe U18, et je fais un très très bon... T'es humble, tu fais un chantier. Ouais. Tu fais un chantier. Et du coup, tu vois, là, après, ça va très très vite. Je suis annoncé dans les mock drafts, en 14e position. J'imagine, on parle de premier choix, premier tour. Enfin, pas premier choix, mais premier tour. Mais je sais pas, on parle de millions. Mais on parle clairement d'une mise à l'abri familiale. Clairement. Et du coup, voilà, tu vois, à ce moment-là, je vais step by step, qu'est-ce que l'avenir me réserve. Et du coup, quand j'arrive au Mans, je me vois un peu freiné, quoi. Ouais, bien sûr. De par l'opposition qu'il y a au Mans, je suis le plus jeune qui vient d'arriver, qu'on parle en tant que prospect, mais il faut que tu patientes. Je patiente et il faut que je prouve que je puisse jouer avec des adultes. Jouer avec des adultes. Ouais, clairement. Toi, t'es plein d'ambition et derrière, tu te retrouves dans une situation où ton ambition se retrouve freinée. C'est ça. Donc, du coup, avec mes agents, on prend la décision de partir à Nancy. Et je vais découvrir mes vraies minutes professionnelles. Et là, je vais continuer. Après, je vais faire un camp NBA, le Draft Combine. J'ai été invité là-bas. J'ai fait un très bon temps. Et là, ça continue à parler de moi. Et le chemin était tout tracé à partir de là. Ouais, le chemin était tout tracé à partir de là. Là, tu te présentes à la draft, on entend ton nom partout. Et il y a ces fameux examens médicaux
malheureusement qui te balaye en plein ciel. Et c'est là où on se demande comment tu vas faire pour rebondir. Toi, à ce moment-là, parce que je pense qu'on peut, sans m'avancer, on peut déjà parler de dépression. Clairement. La pression, même, je pense, c'est petit. Ouais. À ce moment-là, je sais même pas comment décrire ce que je vis. Tu vois, à ce moment-là, c'est le néant total. Ouais, j'ai jamais vécu ça, mais je pense vraiment que avec toute cette hype que t'as eue, toi, même si t'as été, comment dire, très solide dans ta tête, c'est-à-dire que tu n'as pas pris le melon, tout ça, tu te dis, voilà, les sacrifices de ton départ de la Guadeloupe, en arrivant là, vont se réaliser que sur une décision médicale, tout s'effondre comme un château de cartes, ça doit devenir fou. Et j'ai envie de te dire, à ce moment-là, t'es livré à toi-même. En quelque sorte, ouais. En quelque sorte, ouais. J'ai traversé. En fait, c'est dans ce genre de moment, tu es vraiment tout seul, hein, même. Et quand bien même, t'as de la famille, t'as des amis. En fait, une fois que tu es entre tes quatre murs dans ta chambre, c'est là, en fait, c'est souvent quand on perd un membre de famille, on fait son deuil, tu vois. Au début, il y a tout le monde, tu vois. Il y a tout le monde qui vient apporter leur support, leur soutien. Ben, une fois que tout le monde est parti, tu vois, t'es entre tes quatre murs dans ta chambre, c'est là que tu te dis, mais en fait, t'es vraiment tout seul, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment tout seul. En fait, moi, c'était un peu pareil, tu vois. C'est cette période sombre où je me posais des milliards de questions. Ouais, sans que tu obtiennes de réponse, sans avoir de réponse. Et tu sais, je veux pas forcément rentrer dans ça. J'ai fait un peu de sociologie et c'est Lévi-Strauss qui disait, malheureusement, pour certaines personnes, je vais utiliser le mot, hein, je suis désolé, qui pensent au suicide, c'est parce qu'ils se posent 1 million de questions et qu'ils n'arrivent pas à obtenir des réponses. Et c'est un engrenage qui te dit, bah, à la fin, bah, si je veux plus me poser de questions, il faut que je mette fin à mes jours. Je vois, je peux comprendre ce l'acheminement. Après ça, c'est des personnes qui n'ont plus à rien, qui n'ont plus à rien s'accrocher. D'autres ont encore des branches dans lesquelles ils peuvent s'accrocher, la spiritualité, la foi, la famille, tout ça. Mais souvent, ces gens-là ont pris un recul, ils se sont isolés et ils ne s'accrochaient à plus rien en fait. Je dirais pas que je suis arrivé à ce stade-là. Je pense que ce type de personne traverse des choses, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point ça peut être douloureux. Mais je pense que je me suis rapproché, quoi. Ouais. Bah, franchement, moi, à t'écouter, je pense que même si je l'ai pas vécu, je sais ce que c'est l'exemple que tu as utilisé quand tu perds quelqu'un et tu veux faire ton deuil, mais à ce moment-là, quand c'est le deuil d'une chose où tu as donné tant d'heures, tant de litres de sueur, où tu as compris que tu allais devenir quelqu'un et même pouvoir mettre ta famille à l'abri pendant des années et que là, une décision médicale, bam. Et j'ai envie de te demander, à quel moment t'as décidé de dire, je remets mon short, mes baskets. Le ballon, c'était mon jeu avant mon métier. À quel moment tu t'es dit, je vais reprendre le jeu? Mais figure-toi que je me suis jamais arrêté en soi. Ouais. En fait, quand ça m'est arrivé, je suis retourné auprès des miens en Guadeloupe. J'ai passé du bon temps avec eux. Ça m'a permis de changer mes idées, penser à autre chose. Bien sûr. Et me rapprocher de l'essentiel, quoi. Ma famille. Et alors, l'essentiel, c'est là où, en fait, si tu veux, je suis beaucoup rapproché de Dieu à ce moment-là, tu vois. Ma grand-mère, elle est très croyante, elle est très toujours. Et on discutait beaucoup. On passait des journées à parler de Dieu. Elle m'expliquait qu'en fait, quand elle traversait des moments difficiles, comment elle remettait dans la prière ses épreuves dans les mains de Dieu. Et chaque fois qu'elle touchait le fond, la main de Dieu, je lui venir en aide dans les différents problèmes, les différentes situations difficiles qu'elle a pu traverser. Et moi, ça animait beaucoup de choses en moi, en fait.
ses paroles, en fait, ça éveillait beaucoup. Il y a eu de la résonance. Il y a eu de la résonance. Voilà. Et, en plus, quand on en parlait, je voyais à quel point, en fait, elle était joyeuse, elle était en paix, malgré les situations difficiles, quoi. Ah, je vois. Je me suis dit, mais c'est qui ce Dieu, en fait? C'est qui ce Dieu qui fait des miracles, quoi? Elle avait vraiment traversé des choses difficiles qu'elle m'avait partagées, mais qu'à chaque fois, je l'avais sorti de situations difficiles. Donc, du coup, à ce moment-là, en fait, pour répondre à ta question, j'ai continué à jouer au basket avec mon frère au Mans. À ce moment-là, il jouait aussi, lui, en 13e div. Donc, je m'entraînais avec cette équipe. En fait, la passion du basket, elle était toujours là. Ouais. Sans m'imaginer que je puisse rejouer un jour. C'était le grand souhait. Et ça a duré une année. En fait, je jouais pour le fun, mais en ne sachant pas de quoi demain. Ouais. Tu vois, cette période a vraiment duré une année, tu vois, vraiment une année de rien, quoi. Une année de rien où j'étais juste là au Mans, je passais du temps avec mon frère, j'allais m'entraîner avec son équipe, et voilà. Et à ce moment-là, rien se passait dans ma vie, tu vois. Ah ouais, t'avais besoin de mettre les choses à plat, je pense, toi aussi. Et pendant un an, il te fallait ce temps-là et te retrouver, te recentrer les choses de la vie. Et franchement, non, ton parcours, j'en reste sans voix. Tu décides de partir en Espagne. Tu vas en Espagne en Liboro. En Liboro, tu restes 2 ans, et là tu en mets un pied dans le monde professionnel, non? Où la Liboro, c'est un championnat qui est un peu mi-pro, mi-amateur. Figure-toi, à ce moment-là, en fait, l'un de mes sujets de prière, c'était évidemment de rejouer. Ouais. Des bonnes personnes sur mon chemin. À ce moment-là, je commence à lire la Bible, tu vois. Je commence à lire la Bible, je commence à me rapprocher de Dieu, à avoir une relation avec lui. Et je lui dis que, ok, si tu me permets de rejouer au basket, je parlerai en ton nom. Oh. Là, c'était le deal. Oh, t'as fait un vrai contrat, là. Un vrai contrat, tu vois. Et il m'a vraiment mis à l'épreuve, quoi, tu vois. Je me suis retrouvé du jour au lendemain où j'avais tout perdu à pouvoir rejouer au basket. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça s'est passé, tu vois. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu me permets de rejouer au basket, je parlerai de toi. Il faut savoir que quand la NBA a médiatisé que je ne pouvais plus jouer au basket, le monde entier ne voulait plus de moi. Ouais, mais c'est ce que je voulais te dire à ce moment-là. Parce que t'avais, au moment où tu étais pro, tes agents, comment ça se passe la relation avec tes agents à ce moment-là? Parce que ce sont eux tes intermédiaires, en fait. C'est ça, à ce moment-là, on essaie de tout faire en sorte par rapport aux assurances, à toutes ces choses, que ce soit carré, que ce soit en règle. Et puis, ils me proposent de l'aide, de travailler avec eux dans leur agence. Donc, à 18 ans, je ne parle pas de travailler dans une agence, moi. Je suis un basketteur. Je vois exactement ce que tu veux, où tu veux en venir, ouais. Tu vois, moi, je suis un basketteur dans l'âme. Je suis jeune, j'ai plein de vie, tu vois, je suis rempli d'énergie. Je ne parle pas d'aller devenir un agent, quoi, tu vois. De faire une retraite en tant qu'agent, alors que moi, c'est le ballon orange qui m'appelle. C'est ça, tu vois. Donc, du coup, voilà, ils m'ont proposé de l'aide, tu vois. Et ça correspondait juste pas à ce que je souhaitais. La suite de ma carrière et de ma vie. Ouais. Donc, du coup, naturellement, nos chemins sont un peu détachés, séparés, on va dire. D'accord. Et chacun a continué sa vie. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai continué à jouer au basket. Et puis, on s'est perdu de vue. C'est le game. C'est le business. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est vraiment une chose que je n'en veux à personne. Hein. Ça, tu vois, c'est une chose que je veux vraiment préciser, c'est que j'ai de haine envers personne, pas de club, pas d'agent, pas de docteur, tout ça. Ce qui m'est arrivé a un sens,
avait un sens et aura un sens, tu vois. Voilà. Et je n'en veux à personne. Je sais à quel point c'est du business. C'est rien de personnel, hein, tu vois, c'est que du business. Ah, c'est que du business, hein. On est business, hein. Ça aussi, tu vois. Faut l'accepter. Faut l'accepter et être en paix avec ça. C'est ça, sinon ça te range toute ta vie. Ah, tu vas en parler toute ta life et ça va pas avancer schmilblick, hein. C'est Ça va ça. pas le tu vas vers des destinations quand même exotiques. C'est clair, c'est clair. Comment tu trouves ça? Comment tu vas là-bas? C'est comment? Bah écoute, déjà, ma première expérience, c'était à Palma. Ouais. C'est-à-dire en Bourg, c'est la 2e division espagnole. Écoute, je rencontre un agent, qui permet justement de en relation avec une équipe de 2e division espagnole. Mhm. Et de fil en aiguille, bah, je suis intéressé, je décide de signer là-bas et de reprendre ma carrière là, à partir de là. Ça va être une superbe expérience, dans le sens où c'est un endroit, c'est très très beau, c'est paradisiaque, c'est une île. Ouais, c'est une île. Les gens sont super cool. Sauf que, en fait, je vais pas m'attendre à ce qui va m'arriver, en fait, si tu veux. Je vais arriver en pensant que je vais tout détruire parce que j'étais appelé à être un MBA, tout et tout. En fait, sauf que le fait de n'avoir rien fait, si tu veux, pendant une année, en fait, j'ai perdu énormément. Ah, la vie est injuste, hein. Tu te bagarres pour prendre 5 kilos de muscle. Tu perds 10 kilos de muscle en un an. Tu te bagarres pendant 3 ans pour prendre 5 kilos de muscle. En un an, tu perds 10 kilos de muscle. Et ça, c'est fou à quel point le corps, il est fait, hein. Mais même au-delà de l'aspect physique, tu vois, l'aspect tactique, technique et tout, j'ai beaucoup perdu, tu vois. Donc, du coup, ça m'a pris vraiment un énorme temps pour retrouver le niveau auquel j'étais avant que tout cela se passe. Ouais. Donc, du coup, ça va être une année très difficile où je vais devoir non seulement m'adapter au jeu espagnol, mais pour trouver mon niveau. Donc, ouais, ça va être une épreuve encore, tu vois. Ouais, une épreuve. Je pense que c'est le mot de ta vie. Une épreuve. Ah, c'est clair. Une épreuve. Après, tu vas en Asie mineure, je me rappelle plus où, j'ai un doute. Non, je vais au Danemark. Au Danemark d'abord, ouais, au Danemark, où là, tu commences à t'éclater. Ouais, c'est comme je te dis, là, ça m'avait pris une année pour retrouver mon niveau. Après, je vais au Danemark. Là, je commence à reprendre plaisir, à jouer au basket avec vraiment du plaisir. Pour la première année, je suis MVP, championnat. C'était une renaissance à ce moment-là. Cette renaissance-là, elle a eu écho sur tout le continent français où on se disait, oh, Jonathan Jeanne, il a disparu des radars pendant 2 ans, 3 ans, à cause de l'annonce de sa maladie. Et là, on voit que même si c'est un championnat dit mineur, il s'éclate à nouveau. Tu rattires de la curiosité. C'est ça. Et je vais refaire une année au Danemark. Et du coup, après ça, je vais décider de revenir en France. Pourquoi je vais décider de revenir en France? Parce que mon épouse et moi, on va attendre un enfant, en fait. Ah. Et sauf qu'on n'a pas envie qu'il grandisse à l'étranger. Oui. On a envie de vraiment faire les choses auprès de notre famille. Exactement. Bien accompagné et tout. Donc, du coup, c'est là où on va énormément prier. On a demandé à Dieu d'ouvrir les portes de la France. De me permettre de faire jouer en France. Et là, ça va être le plus gros combat de ma vie. Prouver que tu peux jouer. Ouais. Prouver que tu n'es pas malade. C'est ça. Prouver que tu n'es pas un risque en étant sur le terrain. C'est ça. Ça va être des combats à tous les niveaux. Naturel, spirituel. Vraiment, je pense pas avoir traversé des choses aussi difficiles dans ma vie. Ah, je te le confirme, hein, du moins de l'extérieur. C'est ça. Mais à ce moment-là, je veux vraiment voir la main de Dieu, la main puissante de Dieu, en fait.
le Dieu que j'avais fait appeler il y a peut-être 2-3 ans, en lui disant si tu me permets de rejouer, je parlerai de toi. Des situations impossibles à être débloquées, se débloquer. Soit des meilleurs médecins français en construisant un dossier médical solide qui va permettre de pouvoir rejouer au basket de façon surnaturelle. Moi, ça c'était... Ce qu'il faut savoir, en fait, pour mettre les choses dans le contexte, j'étais red flag en France. Ah oui, t'es red flag, blacklisté, Jonathan Jeanne. Non. Dès qu'on disait Jonathan Jeanne, non. Voilà, c'est ça. On voulait pas entendre parler de mon cas, ça avait été tellement médiatique, la puissance médiatique, c'est vraiment incroyable. À quel point les États-Unis ont eu un impact dans ma vie, mais surtout le globe, quoi, tu vois. Ah ouais, clairement. Peu importe le continent, dans le basket, on peut pas entendre parler de moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que ça va être l'un des combats les plus difficiles de ma vie où je vais devoir prouver. En soi, je vais même pas devoir prouver parce que ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui l'a fait. Tout ce qui m'est arrivé dans le sens, les chemins, les différentes opportunités, les portes qui sont ouvertes, c'est Dieu qui a permis ça. Moi, en ce moment-là, en fait, mon rôle va juste être de lui faire confiance, de continuer à prier, de continuer à marcher par la foi, de mettre des choses en avant, et lui, il fera son job et moi, je ferai mon job. De respecter ton contrat avec lui. Exactement, tout simplement. De respecter ton deal avec lui. Hein. C'est ça. Et là, les portes vont s'ouvrir et franchement, même au sein de ma famille, ça a été tellement impactant que des gens se sont tournés vers Jésus, quoi, tu vois. Quand je leur ai parlé de ce que Jésus avait fait dans ma vie, les gens qui menaient une vie complètement contraire à la foi, à la piété, tout ça et tout, ont été tellement impactés qu'ils ont voulu suivre le même chemin. Tu es un de ces messagers, hein? Je sais pas si je suis un de ces messagers, mais je suis un outil par lequel il est passé pour toucher le plus loin, quoi. Ça, ouais. Franchement. Et ouais, vraiment là va commencer une histoire incroyable. Tu vois, à partir de là où je vais recevoir le feu vert pour pouvoir rejoindre en France, ça va commencer à Tarbes. Ouais, t'es dans quel état quand tu reçois le feu vert? Parce que ça, là, personnellement, je pense que moi, tout tombe. Je te le dis clairement. La pression qui m'habite depuis des années, tout tombe. Ça s'arrête pas. Alors à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que je plane, en fait. C'est pas possible, genre. J'ai l'impression de tout sauf sur terre, en fait. À ce moment-là, j'y crois tellement pas. Je me rappelle encore aujourd'hui ce rendez-vous avec ce médecin à Tarbes. En fait, il signe les certificats, en fait, de la FPB. Je me dis, c'est vrai. Avec mon épouse et on n'y croit pas, quoi. Ah, mais clairement. Une explosion de joie, mais c'est indescriptible. Je vais pas décrire ça, même avec des mots, c'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible, ça. Le fait d'un désert qui a duré, 5 ans. 5 ans, c'est ça, 5 ans. Et une journée, il y a 5 ans qui se balaient. C'est ouf, hein. C'est dingue, hein. Moi, franchement, ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est indescriptible. Mais en une journée, un entretien, une signature, tout est balayé. Et là, vas-y, je t'en prie. C'est là, en fait, j'ai compris, en fait, ce que je pensais à lire dans la Bible. Tu sais, les différentes histoires. Je sais pas si tu connais certaines histoires de la Bible, mais quand je lisais certaines histoires, certains miracles que j'avais fait sur Terre quand il avait marché sur Terre, je me disais, c'est pas possible. Comment un aveugle recouvre la rue? Sourd, il peut entendre. Il n'y a pas juste, comment dire, les miracles de Jésus. Tu vois, même quand Dieu a ouvert la mer, faire entrer les enfants d'Israël, faire passer les enfants d'Israël pour aller dans la terre promise. C'est des choses, quand tu lis ça, tu dis, ouais, c'est beau, mais en fait, au fond de toi-même, tu crois pas. Ouais, clairement. Tu dis, c'est pas possible, c'est des histoires. Ouais.
Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est des histoires, c'est des belles histoires. C'est des histoires naturelles. Mais il y a eu des choses. Il y a aussi des miracles bien plus simples, tu vois, dans la Bible, où il y a une veuve qui n'avait pas à manger. Et, elle a dû faire confiance à un prophète en lui donnant ses dernières ressources. Et le prophète lui a dit, lui donner tout ce qu'elle avait en termes de ressources, c'est-à-dire de l'argent. Et elle avait un enfant nouveau, elle avait une famille à nourrir. Et elle a fait confiance, elle a fait ce pas de foi de lui donner tout ce qu'elle avait. Et là, ses greniers étaient remplis, tu vois. C'est ça, ouais, clairement. Et tout. Et moi, pourquoi je te parle de ces histoires, c'est que, en fait, c'est ça qui m'est arrivé, tu vois. J'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai décidé vraiment de lui faire confiance par rapport à ma vie et par rapport à la suite de ma carrière. Et il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. J'étais en dessous de terre. Ah non. En dessous de la terre. Clairement. Et voilà, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Bah, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est un miracle, tu vois. Les gens, je reçois tellement de messages, je me dis, mais comment c'est possible? Comment t'as fait? On n'aurait jamais imaginé. Ça s'explique pas, ça se vit. Ça se vit, tu vois. Ça se vit. Et tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant mon parcours dans ma spiritualité. Au début, je voulais expliquer la Bible, tu vois, je voulais expliquer la spiritualité, la foi. Non, en fait, c'est des choses qui vivent, tu vois. Là, tout ce que tu veux à une personne par rapport à la Bible, si elle ne vit pas, elle ne pourra jamais comprendre ce que tu lui parles. No way, jamais. Tu vois, nos relations avec Dieu, c'est beaucoup de religions et tout, tu vois. Moi, aujourd'hui, moi, j'ai une relation avec, tu vois. Je suis dans un truc où je fais des rites ou quoi que ce soit comme ça, tu vois. Je suis dans une relation avec un père, entre un père et un fils, tu vois. Lui, c'est mon papa. Dieu, c'est mon papa. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, tu vois. Je lui demande, ok, là, je traverse ça, si, ça, aide-moi, aide ma famille, aide mes proches. Et il exauce, tu vois. Il exauce en 4 jours, en 10 ans, en une année, mais il est là, tu vois. Je sais qu'il est là, tu vois. Je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il m'oriente, il me guide. Dans son Saint-Esprit, il me guide dans les différentes épreuves que je traverse. Cela ne va pas empêcher que je traverse des moments difficiles, hein. Ouais, bien sûr. Même de la foi, c'est des tempêtes, hein. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de victoire, tu vois. Clairement. Donc, voilà. Clairement. Tarbes, t'arrives à Tarbes, tu remets ton pied en N1. Ouais. En N1, parce que ils étaient encore réticents en Pro B, je suppose. Ouais. Et là, comment le fait de retrouver un basketball français. Bah, oui, il y a eu des clubs en Pro B qui étaient intéressés. Mais le projet n'était... Le problème de l'aspect médical revenait encore. Et du coup, à ce moment-là, on décide d'aller à Tarbes, où eux, ils ont pas de soucis, ils voient les certificats, c'est bon, c'est fait. Je peux jouer, tu vois. Donc, je rejoue en France. Et là, ça va être une joie immense, quoi. T'es comme un enfant qui est sur un terrain qui joue avec son ballon, quoi. Là, c'est ça, ça va être vraiment, en fait, le début d'une très, très belle histoire, quoi, tu vois. Et pareil, je vais devoir me réadapter au jeu français. Je vais devoir travailler sur moi, sur mon physique. Ça va être encore une épreuve. Et tout en sachant que Dieu va m'écouter, tu vois. Donc, ça, c'est la différence. Quand il y a des gens qui ont des pensées suicidaires, ils savent pas à quoi s'accrocher. Moi, au contraire, c'est que je suis dans un mode où, en fait, je traverse des épreuves. Mon Yaya, il est avec moi, tu vois. Et j'ai pas à m'inquiéter quoi que ce soit. Parce qu'il m'a déjà sorti des épreuves précédentes. Ouais, je m'inquiéterais pour les comme tu l'as vécu, donc tu sais. Poitiers. Je vais faire une année à Tarbes. Ouais. Après, je vais aller à Poitiers. À Poitiers, je vais jouer en PR, tu vois. Ouais. Et puis en aiguille, coach de Poitiers, ben, c'est quelqu'un que je connais parce que j'ai fait une campagne avec lui, l'équipe de France jeune. Et puis en aiguille, on discute, il est intéressé. Puis moi, ça colle avec mes envies, mes objectifs. Donc du coup, voilà, je me dirige à Poitiers après.
Ah, tu diriges à Poitiers et voilà voilà ce qui se passe à Poitiers. On annonce aujourd'hui une signature à la maison. La boucle, la boucle en fait, c'est la boucle qu'on clôture et tu signes au Mans qui est en ce moment l'équipe, l'une des équipes les plus séduisantes du championnat avec un coach qui comprend ses joueurs et qui comprend ses hommes parce que voilà Guillaume Wizard pour moi c'est le coach tendance actuel du moment et même plus haut je pense que c'est un nom qui devrait être susurré aux oreilles de la DTN mais bon ça c'est que mon avis. Comment quand on se réintéresse à toi en Betclic, il y a du monde ou il y a que Le Mans? Du monde, oui. Il y a du monde. En fait, ça se fait pas comme ça, en fait. Mm-hmm. Et quand j'arrive à Poitiers, j'arrive en National 1. Ouais. Où on va vivre une montée en Pro B. Exactement. Bah, tu restes, hein. Et je reste. Je suis au contrat. Et je vais faire ma première saison en Pro B de toute ma carrière. Je vais faire une très bonne saison en termes de rentabilité de stade. Je pense que je suis à 17-18 minutes par match avec 10 points, mais une rentabilité énorme en termes de... C'est énorme en Pro B. 17-18 minutes, t'as 10-11 points, t'as 6-7 rebonds. C'est énorme. On met ça au prorata, c'est un go-to-guy, c'est un franchise. Hein. Ouais, du coup, ça me permet de disposer pour la saison qui va arriver, où je décide de prolonger à Poitiers. À ce moment-là aussi, j'ai des opportunités pour aller en Betclic. D'accord. Je sais que c'est pas le temps de Dieu à ce moment-là, en fait. D'accord. Avec une épouse, on prend la décision parce que les choix que je fais sont pas tout seuls. À partir du moment où t'as mis la bague, mon ami, là, où il y a la famille, il faut s'asseoir, il faut discuter. C'est ça, c'est des choses que, tu vois, j'ai appris en grandissant, tu vois. Alors, tu n'as pas proposé juste mon épanouissement. Ouais, la famille. Il y a bien évidemment l'épanouissement de mon épouse et de mon fils, tu vois. Exactement. Donc, on prend la décision de prolonger à Poitiers. Je fais un très bon début de saison qui va déboucher sur de bonnes choses, hein, de très belles choses, une première expérience en équipe de France, avec une chaîne internationale en tant que partenaire d'entraînement. Ouais, exactement. Je n'ai jamais imaginé faire. Bah, en fait, voilà, c'est ça, vitesse grand V. Et là, on sort du chapeau partenaire Jonathan Jeanne. J'ai dit, ça va trop vite. Là, je suis plus la musique, là. Oui. Là, c'est plus du compas, là. Ah. C'est plus du compas, là. Moi, c'est limite tempéré, tu vois. C'est pas possible. Quand Dieu a décidé une chose, personne ne peut stopper. Là, on ouvre les portes, personne ne les ferme, tu vois. C'est vice versa. Du coup, moi, ça a vraiment fait écho. Les médias, les coachs, recevoir des appels à droite, à gauche, pardon. Mais je prends la décision d'aller au Mans. C'est quoi le discours de Guillaume pour te faire venir au Mans? Où ça reste entre vous? Il y a certaines choses que je peux dire, certaines pas forcément. Ouais. Ça le secret, on va dire. Ouais, t'as bien raison. Mais il n'y a pas eu grand chose à dire. Hein. Ouais. Parce que toutes les cartes étaient alignées. Savoir de Le Mans, je l'ai dit avant, je suis passé par Le Mans. Donc c'est la maison quand même. Ah bien sûr, la boucle, hein. Ça reste la maison. Actuellement dans le basket français, Le Mans se positionne comme une des meilleures équipes du championnat. On en a la preuve encore, hein. Oui, par rapport au match d'hier. Leaders Cup avant, hein. Leaders Cup, match d'hier. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit et de signer dans une équipe ou d'un membre, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, je m'efforce de demander la volonté de Dieu avant tout, tu vois. Et ça passe par la prière, tu vois. Les Seigneur, l'année prochaine, il y a ça et ça qui se présente à moi. Où tu penses que je vais aller. Guide-moi, donne-moi la paix quand je veux prendre la décision. Ça, je fais vraiment attention à ça parce que je sais qu'une décision peut avoir son importance et ses conséquences.
Exactement. Donc, à ce moment-là, quand le mot se présente, il y a une paix intérieure au fond de moi qui m'anime. Et ma femme aussi. Du coup, on a décidé de les rencontrer et tout. Et de fil en aiguille, le feeling va passer, tout va être fluide en fait. C'est ça, il n'y a pas de... T'as pas de peur en fait. Il n'y a pas d'hésitation. En fait. Et si on veut parler sur le plan technique, Guillaume Bizet, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs en ce moment. C'est le cas du basket français. De par ses résultats, de par sa vision des choses, de par son panel culturel. C'est un homme qui a vécu sur trois continents différents, avec une culture de basket vraiment variée. Il sait comment s'adresser aux joueurs, il sait comment manager ses joueurs. Il a ce plus en fait. On est d'accord. Il a su le prouver au cours de ces dernières années avec une Leaders Cup en Pro B, une Leaders Cup en Pro A. Même le boulot qu'il fait à Vichy à relancer des jeunes, Ilias Kamardine, Léopold Delaunay, Noah Penda, Yvan Février, Assemio Moularé, il refait un modèle économique avec pas mal de jeunes sur lequel pas mal de clubs de Pro B n'auraient pas pris ce risque-là, tu vois. Exactement. Il a vraiment changé les normes en fait. Il a fait beaucoup de belles choses et c'est prometteur pour l'avenir. Et tu vois, ça correspond exactement avec ce vers quoi je veux aller et j'aspire, tu vois. Donc, quand ce genre de choses se présentent à toi, je t'ai dit, tu vois, il n'a pas eu grand chose à dire. C'est clair. C'est de montrer de l'intérêt pour moi. C'est clair. À la fin, c'est clair que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup très simple. En tout cas, moi, j'ai pris un kiff à t'écouter. Tu m'as donné 40 minutes, tu m'en as donné 10 de plus et sans avarice, je les ai prises parce qu'elles sont super intéressantes et que je bois tes paroles. Moi, franchement, j'ai hâte de te voir en Betclic, sincèrement. J'ai hâte de te voir en Betclic, j'ai hâte de te voir t'éclater sur le terrain avant tout. Et voilà, au sein du Mans, en plus du MSB, c'est d'autant plus top de voir en bonne santé. Et je te souhaite vraiment de t'épanouir à nouveau et de profiter quelque part de ta seconde vie sportive. Écoute, ça me fait plaisir. Moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec toi, mais aussi avec toutes les personnes qui vont pouvoir l'écouter. Et j'espère pouvoir en refaire avec toi aussi par la suite. Avec plaisir, t'inquiète pas, je débarquerai au Mans. Il y a pas mal je débarquerai au Mans et on discutera et même l'occasion de discuter avec toi hors micro. Moi, j'adore échanger vraiment sur tout sujet et ton parcours et la personne que tu es. C'est vraiment top. C'est très, très intéressant. Écoute, plaisir partagé et je te dis à bientôt. À très vite. Ouais, c'était Smooth l'artificier avec Jonathan Jeanne, le futur power forward du MSB et le power forward de Poitiers. Respect à Poitiers. Et vraiment retour en proie aussi Poitiers. On vous attend. Allez, ciao. Yes.